bonjour YouTube, et on va pouvoir y aller. Aujourd'hui, point actu hardware du jour de ce mardi 26 janvier. Pas mal de news aujourd'hui, pas mal de trucs qui nous attendent, des trucs intéressants et des trucs un peu plus terre à terre, mais pas mal de contenu. On va commencer avec deux petits bons plans, c'est toujours les soldes et il y a toujours des trucs intéressants. Et là pour le coup c'est quand même plutôt très intéressant. Donc j'ai déniché ce que je trouvais le plus pertinent. Vous me direz ce que vous en pensez. On aura ensuite une petite news sur de la modération chez Twitter, de la modération communautaire. Très ambitieuse comme... un plan très ambitieux, on verra dans le futur ce que ça donnera, mais je sais pas. Pas méga convaincu. Une petite news assez improbable à la suite sur des problèmes ferroviaires en Chine. Vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Il y a un lien avec l'informatique, sinon je vous en parlerai pas. Mais voilà, c'est assez spécial pareil. Ça ne pouvait pas arriver n'importe où en Chine. Oui, pourquoi pas en vrai, en Chine. Je comprends. On aura ensuite une grosse news sur un service de Google, alors un service de cybersécurité de Google. Des trucs, des histoires qui fâchent, des histoires un peu spéciales aussi, on va dire. On en parlera, mais bon, la cybersécurité, il faut faire attention. On aura ensuite un petit retour sur le nombre de téléchargements de Star Wars Battlefront 2 suite à l'offre gratuite sur l'Epic Game Store. Hein. Et ils ont offert le jeu, donc grande réussite, forcément. On aura une grosse partie Cooler Master qui nous annonce plein de trucs, qui a fait sa petite conférence à eux, perso, rien qu'à eux, leur petit événement, et ils nous ont annoncé beaucoup de choses. Alors ça ira du ventilateur tout basique en passant par le kit de water cooling all-in-one, avec des boîtiers aussi, des ventirades, un peu plein de trucs, un peu plein de nouveautés. C'est sympa, ça régale, on aime bien avoir des nouveautés, et on se permettra de juger comme on a l'habitude de faire. On est toujours très bienveillant ici, mais on juge tout de même. Quand c'est très mauvais, on le dit. Quand c'est moyen, on le dit aussi. Et quand c'est intéressant, pareil. Suite aux annonces de Cooler Master, notamment sur les ventirades, nous avons aussi Aerocool qui nous annonce un ventirade pas vraiment pareil, hein, c'est plus access, mais il est plutôt intéressant tout de même. Donc après voir les prix et les dates, mais c'est des petits trucs sympas qui peuvent intéresser certaines personnes et plus adaptés à certaines configs, notamment des petites configs, ou du matériel toujours très intéressant. On aura le i5 11e génération qui passe au benchmark, le 11500, après avoir eu le 11400 qui est censé être le i5 le plus accessible. On a le 11500 et en vrai, ça régale pas. Vous verrez, mais ça régale pas. On aura ensuite un bureau de type Transformers chez Thermaltake pour un prix élevé. Après, ça reste un bureau haut de gamme, voire très haut de gamme, mais un prix tout de même élevé. Restez avec nous pour voir le bureau de Transformers. Et on finira avec des petites news sympas. Une petite news de Team Group qui a déjà fait parler d'eux pour plusieurs trucs, notamment la DDR5 pour les ordinateurs de bureau. Ici, c'est encore de la DDR5, mais cette fois-ci pour les ordinateurs portables. Donc bah oui, ça va arriver, forcément. Et on est impatient, en vrai, on est impatient.
Et on aura ensuite une petite collab entre Nobleshare et Bethesda, une collab qui régale pour les amateurs de la licence. Et le retour d'un bricoleur de génie ou d'un savant fou, encore une fois à vous de juger, mais ne faites pas ça chez vous. Ça ne marchera pas avec tout le monde, il faut quand même avoir des compétences techniques. Vous verrez, hein, c'est spécial comme idée, ça peut avoir du sens. Après, de là à faire ça, je sais pas, on verra. On verra tout de même, restez calme. On commence tout de suite avec les bons plans. Et pour commencer, une souris qui régale parce que c'est tout de même une souris Logitech G Pro, donc la gamme tout en haut de la marque Logitech. C'est vraiment ce qui brande comme le plus haut de gamme. Elle est filaire par contre, faut pas déconner non plus. Elle est totalement adaptée pour tout type de gaming, notamment le gaming compétitif. Elle est ici à seulement 50 €. Franchement, c'est pas cher, hein. Pour une souris, c'est ultra haute qualité, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est du très très bon matos et 50 €, c'est quand même assez accessible pour quelque chose d'aussi qualitatif et habituellement dans les 80 €, donc déjà une belle réduction de 38%. Et franchement, c'est du très très bon matériel. Donc si vous avez besoin d'acheter une souris et que vous savez pas trop quoi acheter, si elle vous convient, elle est quand même plutôt propre. En plus, elle a l'air symétrique, même s'il y a les boutons que d'un seul côté. Euh, Ça pourra convenir à plusieurs types de personnes. Et clairement, c'est ce qui se fait de quasiment mieux en souris gaming, hein. C'est très léger, ça marche très bien, c'est très précis, ça durera dans le temps. C'est tout ce que je peux vous souhaiter en tant que souris. On continue avec le deuxième bon plan, un écran, encore une fois un écran plutôt orienté gaming, voire gaming compétitif, mais même gaming plaisir. On est sur un écran Acer de la gamme Nitro, donc pas le plus haut de gamme avec les Predator, mais un peu en dessous avec Nitro, ce qui reste du très bon matériel. On est sur du 27 pouces, 1440p en résolution. On a les fameux 144 Hz pour avoir une expérience fluide au possible. Et il est à seulement 300 €. Donc vraiment, vraiment intéressant. On est quand même sur du 27 pouces, donc ça commence à être assez grand comme genre d'écran. On est sur des très bonnes résolutions. En vrai, aller chercher de la 4K, oui on peut, mais ça coûte beaucoup plus cher et il faut avoir vraiment le matériel adapté pour faire tourner du jeu en 4K. Ici on a de la 2K qui est du coup l'intermédiaire et du coup qui nous permet potentiellement d'avoir plus d'images par seconde et une expérience de jeu potentiellement plus fluide. C'est quand même un très très bon écran avec un design plutôt sobre, c'est sûr. Mais sinon, c'est quand même intéressant. Donc, disponible à la Fnac, comme la souris d'ailleurs, que j'ai pas précisé, mais ces réductions sont disponibles à la Fnac. 300 €, ce très très bon écran qui régalera tout gamer, clairement. Peut-être pas les plus exigeants des gamers compétitifs, mais sinon, ça régale quand même. En vrai, petit 27 pouces 2K 144 Hz, ça régale. On continue avec Twitter. Twitter qui se lance un très très gros défi, un défi de taille. Ils veulent se lancer dans la modération communautaire. Alors, qu'est-ce que veut dire la modération communautaire? C'est très simple, c'est impliquer ses utilisateurs pour modérer le contenu de sa plateforme. Donc, l'avantage, c'est que ce n'est pas des gens employés de Twitter, donc c'est financièrement moins cher, zéro quoi. Voilà.
Euh, problème, c'est que, en gros, le principe, eux, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est un genre de contexte sur certains posts de Twitter, sur des informations sensibles ou des fake news, ou voilà, ce genre de post un peu touchy, et donc mettre en place des gens qui contextualisent ces posts. En vrai, théoriquement, c'est quand même intéressant, l'idée n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que le fait de rendre ça communautaire, c'est en gros, si on veut rester équitable, on doit l'ouvrir à tout le monde, parce qu'on peut pas l'ouvrir qu'à un certain type de personnes, du coup, ce serait pas. Enfin, ce serait compliqué, quoi, ce serait pas juste. Euh, Ensuite, les dérives, elles peuvent être nombreuses, mais l'idée de base est bonne, le postulat de base est bon. Avoir la mise en place réelle de ce genre de choses, euh, encore une fois, ils veulent se reposer sur des internautes volontaires. euh, donc, ça peut marcher aussi en fonction de l'implication de la communauté à faire ça bien et à à améliorer le système. Parce que clairement, les dérives peuvent être nombreuses. Si tout le monde a accès à ce genre de modération, et comment sélectionner les gens aussi. Donc tout ça pose plein de questions, mais c'est intéressant. On sait que Twitter fait beaucoup de travail là-dessus. Ils ont eu beaucoup de problèmes, notamment pendant la campagne américaine, où où ils ont mis en place plein de petits trucs, notamment l'impossibilité, la non-possibilité de retweeter comme c'était le cas avant en appuyant juste sur un bouton. Euh, Ils ont rajouté des étapes pour dissuader ou faire réfléchir les gens. Est-ce que ça suffit? On ne sait pas, mais déjà faire des choses, c'est bien. Est-ce qu'on peut leur reprocher de pas faire assez, pardon. Peut-être, peut-être parce que c'est quand même un très gros groupe, mais ils essayent, ils agissent un peu, c'est bien de faire un petit peu, on aimerait peut-être un peu plus, mais voilà, au moins ils agissent. Non, je sais pas, en vrai ça paraît quand même, ça paraît un peu dérisoire par rapport à la machine qui est Twitter et au nombre infini de contenu qui est posté à la minute, mais peut-être que c'est aussi le seul moyen de pouvoir avoir une vraie modération d'un contenu aussi massif. C'est justement par la communauté qui est elle aussi massive. Peut-être, hein. Il y a de l'idée. On continue avec une petite news qui m'a fait beaucoup rire. Alors, déjà on va mettre du contexte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la technologie Flash que vous avez sûrement utilisée si vous êtes né avant 2000, euh, du coup peut-être pas, ça dépend de vous. Euh, une technologie qui a permis beaucoup de choses sur Internet, notamment de faire des animations, de faire des jeux, d'intégrer euh, du contenu interactif, du contenu vidéo, plein de choses sur Internet. Yo KitKash, oh bah, tu tombes au bon moment, tu dois connaître toi la technologie Flash. Toi t'es pas né après 2000, donc t'as dû faire comme moi les jeux Flash sur Internet quand on était plus jeune. Euh, du coup, cette technologie a disparu, s'est arrêtée le 12 janvier, comme c'était annoncé par son créateur, l'entreprise Adobe. C'était annoncé depuis 3 ans et ça a disparu notamment parce que c'était plein de failles de sécurité, notamment ça, et aussi parce que ça a été boycotté par Apple, qui a refusé de l'intégrer très rapidement à sa technologie, notamment sur les iPhones. Depuis, on est passé à l'HTML5 qui permet tout autant de trucs, voire plus, et de manière plus sécurisée, ça c'est sûr, et en général aussi plus optimisée. Hein. On a fait des progrès, et c'est bien. Oui, et puis il y avait aussi des failles, quoi. Il y avait des problèmes. Hein.
cette technologie n'était pas du tout la solution à tout, mais elle a rendu bien des services et a permis, a eu un impact énorme sur le développement d'Internet et sur le contenu un peu grand public d'Internet. Donc merci à elle quand même. Donc Adobe l'a arrêté le 12 janvier après l'avoir annoncé. Ça fait 3 ans qu'ils ont dit qu'ils allaient l'arrêter. Et cet arrêt a provoqué une énorme panne de train en Chine. Alors, déjà on se dit comment ça comment ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Alors déjà, visiblement, c'est une ville de Chine que je ne connais pas parce que je connais quasiment aucune ville en Chine. Une ville pourtant de 6,7 millions d'habitants. De toute façon, dès que tu t'apprends une nouvelle ville en Chine, elle a forcément plus de 5 millions, mais tu ne la connais quand même pas. On parle ici de Dalian, donc ça a arrêté tout le service ferroviaire de Dalian pendant 20 heures. Pourquoi? Parce que leur système ferroviaire marchait avec Flash. Déjà, franchement les gars, là-dessus, non, franchement le système ferroviaire qui marche, qui s'appuie sur Flash, on n'est pas trop d'accord, on n'est pas trop chaud. Et puis en plus, ça faisait 3 ans qu'ils savaient que ça allait s'arrêter. Adobe a beaucoup communiqué par rapport à ça en disant à tous ses utilisateurs, faites attention, ça va s'arrêter, pensez-y, sinon ça va arrêter de marcher d'un coup. Eux, ils n'avaient pas suivi les news apparemment. Faut s'informer un petit peu, c'est important de s'informer dans ce genre de milieu. Donc voilà, ça a arrêté pendant 20 heures les trains d'une ville de 6,7 millions d'habitants. Et ils ont quand même réussi à régler le problème. Alors là, par contre, là franchement, pareil, encore une fois, je ne félicite pas la technique. C'est vraiment la technique de débrouille pour résoudre le problème. Ils sont revenus, ils ont fait un petit backup sur une version antérieure de Flash qui n'avait pas justement cet arrêt prédéterminé à cette date précise. Donc ils ont juste magouillé avec le truc. Ils peuvent le faire, oui, parce qu'ils sont dans un réseau fermé, ce qui n'est plus possible sur Internet, machin, c'est plus compliqué. Mais sur leur réseau fermé, ils ont dû pouvoir magouiller pour faire ça. Donc voilà, petit backup sur une version antérieure pour... Donc ils sont toujours sur Flash. Voilà, si vous êtes amateur de cybersécurité, vous pouvez savoir comment faire planter le système ferroviaire de Dalian en Chine avec les nombreuses failles du système Flash. Il suffira de vous connecter à leur réseau et c'est la foire à la saucisse, hein, direct. Franchement, Flash, c'est quand même, en termes de sécurité, c'est quand même un des pires trucs. Ça stocke des trucs sur votre PC et tout, c'est quand même un des pires trucs. On va pas se mentir. On continue avec de la cybersécurité, et ça aussi ça m'a fait rire, donc j'ai vraiment très peu de compétences en cybersécurité. J'ai des compétences très basiques, compétences de à peu près tout informaticien de base, mais clairement pas du tout expert et voilà, hein, j'ai pas toutes les clés, mais ça m'a fait rire parce que franchement, c'est un peu bêta, c'est un peu bêta comme histoire. On nous parle ici de Google, ou enfin en tout cas une équipe de Google, le GTAG, le Google's Threat Analysis Group, donc le groupe d'analyse des menaces de Google, en français, à peu près, traduction à peu près, qui a sonné l'alarme sur des attaques, ouais, si on peut appeler ça comme ça, des attaques contre des chercheurs en cybersécurité. Alors là, je me suis dit, c'est bon, en lisant ce début, je me suis dit, c'est bon, ils sont allés s'attaquer à des serveurs de recherche en cybersécurité pour tester, pour voir un peu s'ils arrivent à casser les nouveaux trucs de sécurité. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, ils ont contacté ces chercheurs, notamment par le biais des réseaux sociaux et grâce à des faux sites et blogs d'actualité sur la cybersécurité, notamment
avec des posts sur les nouvelles failles, la résolution des anciennes failles, ce genre de trucs. Des trucs qui existent dans le domaine de la cybersécurité. Il y en a plusieurs, des trucs connus et certifiés qui en parlent, parce que ça intéresse toute personne travaillant dans la cybersécurité, et enfin, les gens bien intentionnés dont c'est le travail, mais aussi les gens mal intentionnés malheureusement. Et donc ici, ils ont fait du phishing. En gros, ils ont de l'hameçonnage en français. Ils ont essayé de les faire cliquer sur des liens ou de rentrer sur des points de stockage, enfin des trucs comme ça. Donc quand même là on se dit, les mecs ils sont quand même chercheurs en cybersécurité et ils se font avoir sur le mec des réseaux sociaux qui lui dit hey, salut, moi tu veux pas cliquer sur mon lien? C'est un peu dommage quand même là, c'est bizarre, non? Bon, sinon du coup ce groupe de chercheurs, moi je trouve que c'est un peu un comble effectivement. Moi-même qui ne suis pas chercheur en cybersécurité, je sais qu'il ne faut pas cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas, je sais qu'il ne faut pas répondre à n'importe qui, enfin faut pas divulguer n'importe quoi à n'importe qui sur internet. Je sais qu'il y a des dangers et toute personne un peu rodée à ce milieu sait qu'il y a des dangers et connaît une partie des dangers. On ne connaît jamais tous les dangers bien sûr, mais ce genre de truc ça ne passe plus. Normalement passé les 13 ans on se fait plus trop avoir quoi. Mais bon, visiblement certains sont pas aussi calés que nous à les comprendre. On nous dit ici dans la news que ce serait mené depuis la Corée du Nord. Alors cette information est toujours à prendre avec des pincettes, surtout que là dans le titre on nous dit mené depuis la Corée du Nord. En lisant l'article, on nous dit une entité dépendante d'un gouvernement et pas du gouvernement de Corée du Nord, mais d'un gouvernement depuis la Corée du Nord, en sachant très bien que si vous avez fait un peu de réseau et que vous avez quelques connaissances dessus, vous savez que vous pouvez faire passer votre signal depuis n'importe où. Et imaginons, ce n'est pas le cas, hein, soyons clairs, mais imaginons que j'ai des liens avec la Corée du Nord, et je peux très bien faire passer mon IP par la Corée du Nord et faire croire au monde entier que je suis en Corée du Nord en restant en France. Donc soyons calmes là-dessus, on n'accuse pas du tout directement la Corée du Nord, mais c'est toujours plus facile. De toute façon, en fait, en vrai, souvent ça vient de Corée du Nord parce que personne va aller reprocher quoi que ce soit à la Corée du Nord, jamais. Personne ne parle avec la Corée du Nord, donc c'est un peu la planque idéale. Personne va aller lancer un petit pic à la Corée du Nord en disant vous faites des attaques. Non, personne. Et ils sont déjà criblés de comment ça s'appelle, de pénalités. C'est pas le bon mot pénalité, mais de sanctions internationales. Donc au final, ils ont plus grand chose à perdre. Peut-être qu'ils touchent de l'argent par exemple. Enfin, tout ça n'est que je vais peut-être trop loin, mais tout ça est des sombres bails. Et ne cliquez pas sur les liens que vous ne connaissez pas, ça peut être dangereux. On le rappelle, hein. On sait jamais, ça peut servir à des personnes de tard, de sanctions, je sais pas. Enfin, la Corée du Nord, quoi. On continue avec Star Wars Battlefront 2 qui a été offert sur l'Epic Game Store et pas moins de 19 millions de téléchargements, de comptes uniques qui l'ont téléchargé. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tellement énorme que ça a fait cracher les serveurs. Donc ils étaient pas prêts. Tu m'étonnes. En même temps, ils devaient être en sous-rendement depuis quelques temps. Et là, d'un coup, ils ont dû prendre plus 2000% de fréquentation. Ils n'ont pas eu le temps de scale les serveurs là. Ça a été compliqué.
Mais grosse réussite comme quoi, bon déjà la licence Star Wars marche toujours beaucoup auprès du grand public. Moi j'adore Star Wars, je le dis, hein, j'assume. J'adore Star Wars. Et bah moi je l'ai téléchargé, je l'ai pas lancé encore, mais j'ai téléchargé. J'ai peur que mon PC meure si je lance. Il faut que j'essaie. Mais bravo eux. En plus ils ont offert une édition, l'édition Célébration si je me trompe pas, qui offre des trucs en plus et tout. En tout cas ça régale, hein. C'était gratos sur l'Epic Game Store, ça l'est plus hein, par contre. Maintenant c'est un par semaine, je sais pas ils ont pas encore changé je crois celui de la semaine. Et je me souviens plus quel est celui offert cette semaine, mais en tout cas l'Epic Game Store qui continue de régaler en offrant des jeux et parfois quand même des gros titres, des AAA et tout. Et en vrai ça fait plaisir, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et quelqu'un qui a peu de moyens, qu'on lui offre un Battlefront 2 comme ça fait plaisir. Moi j'aurais été jeune et sans sous avec vraiment très peu. Maintenant j'ai un peu plus les moyens de m'acheter des jeux, mais même si j'ai pas encore des gros budgets, j'ai un peu plus les moyens de m'acheter des jeux, mais je sais que bah, entre 12 et 16 ans c'est plus compliqué de pouvoir s'acheter un jeu, et là ce genre de jeu offert ça m'aurait régalé à cet âge. Donc je plus sois ces initiatives qui nous régalent. On continue avec un plutôt gros morceau. On va parler de Cooler Master. Cooler Master un peu étrange. Cooler Master qui a organisé son propre événement peu de temps après le CES. Un peu bizarre, mais bon, aussi CES virtuel, donc on peut plus se permettre de caler un petit événement perso en dehors des clous. Ils nous ont présenté pas mal de trucs. On va revenir sur ce qu'ils ont présenté. À commencer par un ventilateur. Alors un ventilateur assez classique. On a de la RGB, donc de la lumière adressable. On a aussi ces petites bandes là en plus. Donc ici, là on voit la vue éclatée. La vue éclatée du ventilateur. Donc de la lumière partout et ces petites bandes en plus sur les quatre coins. Pour toujours plus de lumière. Alors en vrai, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On n'a pas de prix sur cet objet et pas de date non plus, donc on verra. Et aussi un petit water cooling, alors pareil, une grosse dose de RGB. Là ils ont mis les diodes, que ça soit sur le water block ou sur les ventilateurs du radiateur. Ils auraient peut-être pu, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils auraient peut-être pu mettre leur nouveau ventilateur, ceux-là, ici, non? Ça aurait pu rendre sympa. Ils l'ont pas fait. Des prix accessibles par contre pour ces kits, parce qu'on sera sur du 120$ pour le 240 mm, donc 2 ventilateurs, et seulement 140$ pour le 360 avec 3 ventilateurs. Oui, trop satisfaisant à regarder les vues éclatées. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on en reparlera après des actus. J'ai eu une idée, mais impossible de trouver. On en reparlera après. Mais oui, moi aussi, j'adore les vues éclatées. Voilà, je vous la remonte juste pour le plaisir des yeux. Moi aussi, c'est une de mes grandes passions. Une passion un peu bizarre, mais une passion tout de même. J'assume tout ce soir. J'aime les vues éclatées. En tout cas, ce kit, franchement, 360 mm à 140, bon là c'est en dollars, à voir les prix chez nous, mais avec de la RGB partout, c'est quand même très accessible, à voir la qualité qu'on a derrière, mais très accessible. Ensuite, on continue avec les annonces Cooler Master, les boîtiers. Le premier, hop, ce boîtier qui n'est pas vraiment un boîtier de PC, même qui n'est pas du tout un boîtier de PC. On voit ici l'arrière, et il a bien un support pour un ordinateur portable. En fait, c'est un boîtier où l'on met une carte graphique ainsi que potentiellement des disques durs ou SSD, et on relie ça à
son ordinateur portable. Donc des idées enfin des concepts qui se font de plus en plus. On nous dit pas, on nous dit pas comment c'est relié. On imagine soit avec des petits ports PCI Express un peu maison, soit du Thunderbolt, hein, sinon pas le choix, hein, c'est le mieux qu'on puisse avoir, le Thunderbolt. Donc à voir, mais du coup ils mettent une vraie carte graphique, une alimentation et pourquoi pas des disques, 3,5 pouces, 2,5 pouces. C'est cher, ça coûte 350 $. C'est vraiment très cher. Après on sait pas trop ce qu'on a dedans pour ce prix là. C'est aussi ça un peu la question, est-ce qu'on aura une alim ou pas? On ne sait pas trop tout ça. Mais c'est intéressant et c'est un peu à la mode, ça se fait beaucoup. Et ce petit du coup support pour mettre votre PC portable et d'ailleurs relié à un vrai écran, enfin un écran plus grand. C'est des idées intéressantes. Après, 350 $, c'est cher. À voir ce qu'on a dedans pour ce prix-là aussi, parce que si c'est ce prix-là pour avoir le boîtier avec une alim et genre un disque de fourni ou une carte graphique, mais ça je pense pas. Même en vrai, déjà la lime et tout, je sais pas, peut-être. Faut savoir que alors si je me trompe pas et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Asus qui a présenté ça au CES, qui a présenté j'ai dû vous en parler, un PC et un boîtier, un PC ultra fin, ultra portable avec un i5 et une 1650 qui pèse 1,5 kg machin, et un boîtier dans lequel on met une vraie carte graphique, potentiellement du stockage et tout. En termes de prix, c'était pareil, hein, ça régalait pas. Le PC avec le i5 et la 1650, il coûtait 1500 ou 1800 $, et le boîtier il coûtait 1500 $. Hein, donc c'est pareil, hein, en termes de prix, ça fait pas trop plaisir, ça fait un peu grincer des dents, donc 350 $ à côté, c'est donné. Hein. À voir ce qu'on a dedans, mais l'idée est intéressante déjà, on peut noter ça. On a ensuite un boîtier plus classique, le Masterbox 540, avec sa façade en ARGB. On ne sait pas si derrière on a des ventilateurs ARGB ou si les LED sont uniquement sur la façade. On voit qu'à l'arrière on a un ventilateur ARGB. À un tarif de 100 $, pour le coup plutôt intéressant. On voit plutôt grande compatibilité. On peut mettre un radiateur de 360 mm en haut et pareil en façade. Donc pour les amateurs de water cooling, vous aurez de quoi faire. Après un design, ça c'est les goûts et les couleurs, hein. Chacun aime ou n'aime pas, mais du potentiel. En vrai du potentiel et un prix raisonnable, 100 $, plutôt sympa. Et on finit avec le plus bas de gamme, les Elite 500 et Masterbox MB600L version 2. Alors celui-là et celui-là qui est encore plus classique avec une façade pleine. Moi j'avoue que celui-là j'aime bien. Je trouve qu'il a un petit look mignon, sobre mais mignon. Disponible entre 40 et 50 $, donc des boîtiers très accessibles. Et en vrai, celui-là, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. J'aime bien son petit truc bleu là, son petit liseré bleu. Je sais pas si c'est lumineux ou pas, mais je sais pas. Je trouve sympa, sobre et clairement très accessible en termes de prix. Ça régalera. Hein. À voir après à combien c'est chez nous, c'est toujours pareil, les tarifs en dollars, on sait qu'on doit ajouter les taxes. Mais ça peut être du matos très intéressant. Ça débarquera bientôt chez nous et je surveillerai honnêtement celui-là, ce modèle-là, plus que celui-là. Celui-là aussi bien, mais celui-là est très classique. En vrai, il y a
des dizaines de boîtiers qui ressemblent à ça, de marques différentes, peut-être avec des petits changements sur les couleurs et tout, mais sinon il est très très classique. Celui-là a un petit côté un peu différent des autres. Moi qui ai beaucoup regardé les boîtiers ces derniers temps, je vous dis que celui-là est plus atypique. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Donc je surveillerai. On continue avec toujours du Cooler Master, mais ce coup-ci dans des ventirades. On commence avec un Dual Tower qu'on avait déjà vu, le Master Air MA 624 Steels. Ce mastodonte avec deux ventilateurs, dont un qui est au milieu, deux radiateurs distincts. On a 6 caloducs et il mesure 160 mm. Information supplémentaire, il apparaît au tarif de 100$, ce qui est quand même plutôt cher, je trouve. Le marché du ventirad est quand même un marché très concurrentiel et il y a des prix très agressifs. Et honnêtement, je trouve ça très cher, 100$, à voir. On parle en plus ici de quelque chose qui n'a pas de RGB, ni d'ARGB. On a effectivement ces deux ventilateurs, mais si on rajoute, je sais pas, à 20% de taxes, ça fait 120€. 120€, c'est quand même cher pour un ventirad quel qu'il soit. Les ventirades sont très très accessibles en termes de prix. D'ailleurs, s'il y a des économies sur lesquelles on peut faire, c'est bien les ventirades. Le water cooling est très cher et tout dépend de la config, mais en général a autant un aspect esthétique que de performance. Même si moi j'adore les water cooling. Et on peut y gagner en performance, oui, effectivement, mais pas sur tous les modèles. Et beaucoup de modèles les plus accessibles en termes de water cooling sont plus là pour l'esthétisme que pour les performances. Ils font pas mieux qu'un bon ventirad qui coûtera moins cher. Deuxième ventirad de Cooler Master qu'on avait déjà vu aussi, alors avec un nom quasiment semblable, c'est le Master Air MA 612, 612 à la place de 624, toujours Steels. Celui-là il sera disponible avec et sans RGB. C'est un simple tour, c'est-à-dire un seul radiateur, deux ventilateurs, un de chaque côté. Du coup disponible avec ou sans les lumières, si vous aimez ou pas les lumières et si vous avez plus ou moins d'argent, parce que la version sans lumière coûtera 10$ de moins. On est sur 90$ pour la version RGB et 80$ pour la version non RGB. Il fait 158 mm de haut, donc quasiment autant que le précédent qui paraît plus massif mais qui n'est pas plus haut. On y retrouvera aussi 6 caloducs, donc à peu près la même base que sur le modèle précédent. Encore une fois, je trouve que c'est cher. 80-90$. En vrai, le modèle est pas très atypique. On révolutionne pas le ventirad. Mais il est ok. Juste, il y en a des moins chers pour les mêmes performances, pour à peu près le même design et la même qualité. Donc, je sais pas. À voir si ça sort vraiment à ce prix-là chez nous. Tout ça est encore des prix en dollars, donc pas pour notre marché. Peut-être que chez nous, c'est pas les mêmes prix. On verra bien quand ce sera en magasin. On finit avec un dernier ventirad, mais pas un Cooler Master. On est ici chez Aerocool et son Silon H3, 3H, pardon. 3H. Beaucoup plus petit parce qu'il fait seulement 95 mm de hauteur. Il est top flow, c'est-à-dire qu'il expulsera la chaleur par le dessus. Voilà, là où les autres se mettent dans le sens du flux d'air de la plupart des tours, celui-là expulsera directement par le dessus du processeur, au-dessus du processeur. Avantage, il est compatible avec à peu près toutes les configs, notamment les plus petites, le micro ATX, mini ITX, un peu tout ce que vous voulez, parce que du coup il est bien moins haut
que les autres modèles. C'est le principal avantage. Il est annoncé pour avoir une performance jusqu'à 125 watts, ce qui est quand même très sympa. Après, à voir si il fait aussi bien que ce pourquoi il est annoncé. C'est toujours les mêmes, ça reste de la communication, mais en vrai 125 watts c'est pas mal, hein, pour un petit ventirad comme ça. On y retrouve encore une fois de l'ARGB, notamment sur le ventilateur. Seul petit défaut de mon point de vue, c'est ces attaches qui ne sont pas noires en fait. Un peu dommage, tout est noir sauf les attaches. On aurait pu vouloir avoir des attaches noires. À savoir que sur ce modèle de ventirad, il n'y a que 3 caloducs. Les caloducs sont les parties qui transmettent la chaleur entre le processeur et le radiateur. Donc voilà, plutôt intéressant ces petits modèles. On n'a pas de prix, pas de date, mais c'est censé être un matériel très accessible, donc bien curieux de savoir à quel prix ça sort, comparé aux 80-90 $ ou 100 $ de Cooler Master. Je pense que ce modèle sera bien plus accessible. Donc à voir ce que ça donnera quand ce sera dans les magasins. Mais tout mignon, tout sympa. Et pour le coup, là où sur les modèles de Cooler Master, il faudra bien vérifier que votre boîtier peut accueillir ce genre de ventirad. Là, pas besoin, hein. Peu importe quel boîtier. Si vous avez une tour standard, zéro question à se poser. Et même si vous avez une plus petite tour, ça rentrera à peu près partout. Donc ça régale, hein. Franchement là-dessus ça régale en termes de compatibilité. On peut difficilement faire mieux. On continue avec des petites news sur la 11e génération d'Intel. Intel qui communique beaucoup en ce moment, que ce soit sur sa 11e génération qui est censée sortir bientôt et qui est censée être entrée en production, et même sur sa 12e génération qui est censée changer des choses parce que sa 11e pas trop. Ici, petit benchmark sur ce i5 11500. Alors je vais pas tout vous passer, je vais pas vous parler des scores et tout, je vais pas vous perdre. J'ai fait le récapitulatif, vous avez les scores ici si ça vous intéresse. En gros, ce processeur là est mieux que les i5 plus bas de gamme de la même génération. Encore heureux. Il est aussi mieux en monocœur que le i7 de la 11e génération. Alors ça, pourquoi pas. Par contre, il est moins bon en multicœur que le i7. Logique, le i7 a plus de cœurs. Et derrière, il est en dessous tout le reste. Il est en dessous les i9 de la 11e génération. Encore une fois, heureusement. Mais surtout, tous les AMD qu'on peut mettre en face. Et ça, c'est un peu plus dommage. Notamment les AMD 5000. Donc du Ryzen 5 au Ryzen 9, ils sont tous meilleurs, que ce soit en monocœur ou en multi. Un peu peur pour cette 11e génération d'Intel qui nous apporte pas grand chose, à vrai dire, peut-être à part la compatibilité avec le PCI Express 4.0 qui n'était pas présent jusqu'à maintenant. Sinon je sais pas trop pourquoi vous auriez envie d'acheter ces processeurs, hein. À part s'ils sont à des prix très accessibles, ce qui peut être le cas, mais pour l'instant c'est pas trop ce qu'on a entendu. On verra quand ça sortira, mais honnêtement moi ils me font pas très envie. Pourtant j'aime bien Intel, mais en étant tout à fait honnête et factuel, ça régale pas, hein, ce qu'ils font ces derniers temps, et ils passent en dessous, hein. Donc va falloir faire mieux. C'est aussi simple que ça. On continue avec des news qui sont plus sympas. On commence par un bureau Transformers de Thermaltake, dont il n'est pas vraiment Transformers. Il s'appelle le Tauf Desk
500L RGB Battle Station Gaming Desk. Trop long. Non, en vrai, je crois que c'est que le début, le nom, mais... Donc, il ressemble à ça. Avantage du truc, c'est qu'il est motorisé. On peut jouer sur la hauteur du bureau. Régalade, il y a de la LED tout autour. La surface est du tapis de souris. En vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il peut supporter jusqu'à 150 kg, donc vous pouvez même faire la sieste dessus si vous avez envie. Réglable entre 700 mm et 1100, donc 40 cm de battement, ce qui est pas mal, hein, 40 cm tout de même. Donc la régalade infinie. Seul petit problème, ça coûte tout de même 1700 €. Faut avoir les moyens, faut avoir les moyens. Par contre, si vous avez les moyens, régalade infinie, hein. Franchement, moi je vous dis, faut avoir la place aussi, parce qu'il est grand, il est en L et tout. Mais qui n'a pas envie d'avoir ça comme bureau? Franchement, genre... Et en vrai, tu mets des roues, un moteur, ça peut devenir une voiture. Bim, rentabilisé. Non, sans rigoler, c'est très stylé, c'est très cher, c'est pas du tout destiné à tout le monde. Mais ça fait... C'est pareil, c'est un truc qui est devenu un peu à la mode, les bureaux motorisés, notamment parce que les gens se sont rendus compte que les problèmes de dos, hein, et que si on peut faire des phases de travail en étant debout, ça peut être très bon pour notre dos. Malheureusement, avec un bureau classique, c'est pas du tout adapté. Ce genre de bureau permet ça, en fait, c'est surtout ça le principe, pouvoir permettre des phases de travail debout. Et c'est très très bon pour le dos, comme avoir une bonne chaise. Malheureusement, comme avoir une bonne chaise, ça coûte très cher. Malheureusement, mais c'est des très bonnes idées et j'espère que ça se démocratisera et que ce sera plus accessible pour tout le monde. Moi j'avoue que ce sera un truc, il faut avoir une pièce avec la place et tout, et du coup un certain budget, mais j'aimerais beaucoup essayer. Je dis pas que ça me plairait à fond et tout, mais j'aimerais beaucoup essayer. Et moi j'ai régulièrement mal au dos, donc en vrai je cherche toujours des solutions. Mais ça coûte très cher. On continue avec Team Group qui refont parler d'eux avec de la DDR5. Cette fois-ci de la DDR5 SODIMM, donc pour les ordinateurs portables. Très intéressant. On imagine bien que ça va arriver une fois que les générations de processeurs de bureau, les premières générations qui vont être compatibles avec la DDR5 vont arriver, les versions pour ordinateurs portables vont suivre. Il va donc falloir bien avoir des modèles de DDR5 pour les équiper. Donc encore une fois, Team Group qui pré-shot les sorties et qui dit nous on fait, ça marche comme ça. Encore une fois, une barrette de 16 Go à une fréquence de 4800 MHz pour une tension de 1,1 volt seulement. Tout ça fait très envie, plus rapide, moins de conso. Pour un ordi portable, quand on parle de moins de conso, tout le monde est direct très très chaud. On a parlé hier de la consommation sur les ordi portables sur batterie, c'est très compliqué. Et la RAM consomme aussi de l'énergie. Bon, sinon ça ressemble à de la RAM, hein. Honnêtement, vous n'allez pas être ébahi par les visuels de cette RAM, mais moi j'aime bien ces news, j'aime bien qu'on nous parle du futur. En plus on sait qu'en informatique le futur est pas si loin que ça, parce que tout va très vite. Donc au final on parle de bientôt, et moi ça me régale de savoir ce qu'on aura après ce qu'on a actuellement, et ce qu'on va y gagner. Et du coup potentiellement encore de la performance en plus et de la consommation. Et ça, en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Si on arrive à faire les deux, c'est quand même vachement bien. On finit avec la dernière vraie news. Le dernier truc, c'est un peu spécial, on verra. Petite news rapide. Noble Shares
Et Bethesda, petite collab sur la licence Teso, The Elder Scrolls Online, sur un siège héros. Ça donne ça. Pas encore disponible, ce sera une édition spéciale, donc limitée, sûrement à un prix très élevé. De toute façon, les Noble Shares ne sont pas du tout accessibles, hein. On n'est pas sur du matériel, enfin sur de la chaise accessible. On est sur du truc qualitatif mais pas accessible. Il est plutôt joli, il ravira à mon avis beaucoup de fans de cet univers, en vrai plutôt propre. Moi j'avoue que je suis pas le plus grand fan de... déjà j'ai jamais joué à Teso, déjà j'avoue, et je suis pas le plus grand fan du Seigneur des Anneaux et tout, même si j'aime bien et tout. En vrai j'aime bien, mais c'est des débats qu'il ne vaut mieux pas avoir sur internet, mais c'est pas mon top one. Je reconnais toute la qualité et tout, mais après c'est une question de sensibilité. Mais je pense que ce visuel régalera beaucoup d'amateurs de cette licence, et on va pas se mentir, les amateurs de ces licences sont légion. Donc il y aura des gens intéressés. Ce sera une édition limitée, édition spéciale, sûrement à des prix. Je sais pas combien coûte le siège, parce que ça se base sur un siège existant qui est le héros de Noble Shares. Et Noble Shares sont déjà des gammes qui vont, je sais pas, de 250 à 500, un truc comme ça, voire peut-être plus. Et je sais pas combien coûte celui-là, mais il est plutôt stylé. Faut quand même aimer cet univers, mais surtout là, le petit anneau sur l'appui-tête, pas mal, et les couleurs plutôt sympas. Ça va sûrement coûter une blinde, mais plutôt sympa. On finit avec un savant fou, un bricoleur de génie, un fou tout court peut-être. Voilà, cet homme s'est dit que il allait essayer de connecter une vraie carte graphique, et pas n'importe laquelle, parce qu'on parle ici d'une 3090, à son ordinateur portable Lenovo, un petit ordinateur portable assez classique, hein. Il a quoi? Il a un Ryzen 5 4600U, donc modèle mobile, avec 6 cœurs, un écran de 14 pouces, et il utilise le port M2 pour relier cette fameuse 3090 à son petit laptop ultra portable. Il est aussi obligé d'utiliser une alimentation pour alimenter sa 3090, hein, bien sûr. Donc il utilise une alimentation de PC pour alimenter sa 3090. Et il a fait un trou dans son ordinateur portable pour pouvoir faire passer les câbles pour relier au port M2. Donc il a quand même massacré, hein, son PC portable. Sachez qu'il a réussi quand même à la faire tourner. Donc voilà, hein, c'est marrant. Voilà, il a fait un trou pour avoir accès au port M2. Voilà, chelou, mais bel exploit. Bravo à lui. Ne faites pas ça chez vous. Faut être un peu fou tout de même. Déjà, faut être un peu fou. Faut avoir accès à une 3090. Il y a un contexte. Mais voilà, il s'est marré. Il y a des gens qui font des trucs. C'est un peu comme la dernière fois où je vous avais parlé du mec qui avait enlevé ses puces mémoire de sa carte graphique pour en mettre des nouvelles avec un volume de mémoire plus élevé. Pareil, hein, c'est des délires. Faut être à un certain niveau. Mais félicitations, il a réussi. Ça tourne, ça marche bien. Il a peut-être pas le plein potentiel de la 3090, hein, faut pas se mentir, mais tout ça n'est pas du tout adapté et il a réussi, donc bravo à lui. Félicitations, ça marche, mais t'es un peu fou mon gars, quand même. Tout de même, et surtout ne faites pas ça chez vous. Voilà qui conclut notre point actu du jour. Plein de belles informations, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Merci à toi, Full Puceau Médéter, pour le follow, ça fait grave plaisir, merci pour le soutien.
Euh, Vraiment un grand régal ce, ce point actu aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouvera demain pour le prochain point actu. Là, je vais continuer avec un peu de Trackmania si vous voulez rester. Et n'hésitez pas à faire des retours comme d'hab.